Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier séminaire de la présidence française sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne. L'autre jour, j'ai eu le malheur d'écrire que c'était la présidence française de l'Union européenne, mais c'est effectivement la présidence française du Conseil de l'Union européenne, puisque maintenant c'est spécifiquement sur le Conseil, et donc ça va être un changement important, je pense, dans la dynamique de cette présidence, si on compare à ce qui s'est passé en 2008. C'est une initiative conjointe de 4 labos de Sciences Po et de Pacte à Sciences Po Grenoble, initiative d'une bande d'amis européanistes. Je suis ravi de la manière dont tout ça se passe. Je vais tout de suite passer la parole brièvement à mes amis Christian Lequen, Olivier Rosenberg et Sabine Sereguer. Et ensuite, on écoutera l'intervention d'Alberto Alemano qui va nous présenter un peu ses vues sur cette présidence. Et il y aura la possibilité pour les participants en ligne de poser des questions dans la rubrique Q&R. Christian, la parole est à toi. Merci beaucoup Olivier, je suis ravi. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien, merci Olivier, je suis ravi moi aussi de cette initiative qui associe plusieurs laboratoires dans lesquels travaillent des gens qui se connaissent bien sur les affaires européennes depuis de nombreuses années. Et ça fait 13 ans donc, que nous n'avons plus de présidence française, puisque maintenant l'élargissement fait que l'échéance revient après plus d'une décennie. Donc, comme l'a dit Olivier, nous sommes dans une présidence qui est une présidence post-Lisbonne, donc ça ne concerne plus que le Conseil et non plus le Conseil européen, puisqu'il y a un président permanent. On se rappelait, nous avions d'ailleurs écrit avec Olivier Rosenberg de tout ce qu'on avait pu dire sur le leadership de Sarkozy à l'époque, etc. Bon, on ne pourra pas l'écrire de la même manière cette fois-ci. Les priorités, on les connaît à travers la presse, mais on ne les a pas encore véritablement de manière officielle. Je peux imaginer que le gouvernement français attend aussi la formation de la coalition en Allemagne, à Berlin, avant d'annoncer vraiment les priorités. Et puis, dernier point, ça n'est pas la première fois qu'il y a une interférence entre la présidence française et l'élection à la présidence en France. C'est déjà arrivé, je crois, une fois en 1965 et une autre fois en 1995. Mais là, nous allons avoir donc le mandat de M. Macron qui sera remis sur la sellette en pleine présidence. Donc, combien de temps cette présidence effective va-t-elle véritablement durer, en sachant que la campagne électorale en France va commencer officiellement dès le 31 mars. Bon, c'est un point aussi que nous pourrons évoquer. Ça pose pour nous, chercheurs, la question du rapport entre l'exercice de la présidence européenne et la recherche de légitimité pour essayer de gagner une élection ou de mener une élection au plan interne. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole au suivant d'entre nous. Merci Christian. Un mot pour vous dire que ce séminaire associe 5 laboratoires et organismes. Du côté de Sciences Po, les 3 laboratoires de sciences politiques de Sciences Po, avec le CERI, dont fait partie Christian, le Centre d'études européennes et de politique comparée, dont je fais partie, et le CEVIPOF, qu'a rejoint Olivier Costa. À cela s'ajoute l'école de droit de Sciences Po, avec Diane Fromage, qui nous rejoindra lors des prochains épisodes. Et puis, on associe aussi un laboratoire de Sciences Po Grenoble, Pacte, avec Sabine Sereguer, qui est par ailleurs directrice de Sciences Po Grenoble. Puisque tout le monde est là et que parfois les participants peuvent disparaître au fur et à mesure des séminaires, j'en profite pour vous donner les 2 dates de nos prochaines échéances. Le 16 novembre, mardi 16 novembre, à 17h, donc dans un horaire différent, on recevra Jean-Pierre Jouyet, qui était secrétaire d'État aux Affaires européennes lors de la précédente présidence. Et mercredi 1er décembre, à 10h15, donc au même horaire qu'aujourd'hui, on recevra Chloé Ridel,
de la Fondation Rousseau qui a pu travailler à la présidence roumaine. Et on essaiera dans ces deux cas-là d'avoir une organisation hybride. Et je passe la parole à Sabine. Merci beaucoup Olivier et merci beaucoup pour cette initiative Olivier Costa qui est une excellente initiative et j'en suis bien évidemment très heureuse d'en faire partie. Donc mon rôle aujourd'hui c'est d'introduire l'intervenant, de présenter Alberto Alemanno et ma question initiale était à quoi ça sert puisque tout le monde de toute façon connaît Alberto Alemanno, donc mon rôle va être très très bref. Alberto Alemanno est professeur de droit à l'HEC, titulaire de la chaire Jean Monnet de droit de l'Union européenne. Il est également professeur invité au Collège d'Europe et donc notre collègue à Bruges. Il est professeur de droit à la New York School of Law à Paris et il a été également professeur invité à l'université de Georgetown et à l'université de Tokyo. Donc, il y a un collègue qui est très présent académiquement dans le domaine du droit de l'Union européenne. Mais Alberto Alemanno est aussi un vrai passeur entre le monde académique et le monde public. Et pour ceci, nous sommes encore plus heureux, bien évidemment, de l'accueillir aujourd'hui. Il est toujours conseiller de la Commission européenne, du Parlement européen, de l'OCDE, de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi, ou devrais-je dire surtout, conseiller de nombreuses organisations non gouvernementales. Il est à l'origine de cette fameuse start-up que je trouve absolument exceptionnelle, qui s'appelle The Good Lobby, et qui a comme objectif de démocratiser le lobbying, d'offrir des services des professionnels de la représentation des intérêts aux ONG qui en ont besoin. Il est bien évidemment également, faut-il le dire, auteur d'un grand nombre de publications dont je ne cite qu'une qui s'appelle Nudge and the Law, a European Perspective, que je trouve, comme le reste, bien évidemment exceptionnelle. Et j'ai le plaisir de donner immédiatement la parole à Alberto. Merci et bonjour à tout le monde. Merci Sabine pour cette présentation. Merci à vous tous et à vos centres pour cette invitation et pour cette opportunité de partager quelques réflexions avant le lancement de cette présidence française du Conseil qui va nous tenir occupés et qui déjà suscite toute une série de questions. Quelques remarques préliminaires. Ma perspective est celle d'un juriste qui est un observateur des affaires européennes, qui suit de très près la question démocratique en Europe et notamment celle de l'état des droits que j'ai l'impression va également occuper la présidence française, même si probablement ce n'est pas vraiment l'objectif déclaré, mais bon, ça va être l'un des éléments et peut-être l'un des obstacles majeurs dans la réalisation de tout un état d'objectifs presque innombrables qui aujourd'hui sont au centre de cette présidence. Ayant dit cela, laissez-moi débuter avec une réflexion vraiment de départ. Je pense qu'aucune présidence du Conseil de l'Union n'a été préparée en si grande fanfare. On en parle depuis environ un an. Si vous regardez la presse, ça fait très longtemps que le président de la République française a vraiment décidé d'utiliser cette présidence pour des objectifs qui sont en même temps, comme évoqué tout à l'heure, d'intérêt national, mais également d'intérêt européen. Lorsqu'on s'est posé la question il y a quelques années dans les sciences politiques, à quoi ça sert d'avoir une semestre, avoir une présidence du Conseil, lorsqu'on a créé
et une présidence permanente du Conseil européen, et bien évidemment, une des réponses qu'on donnait à l'époque, c'était de permettre aux questions européennes d'être débattues encore au niveau national. Et je pense que cette présidence et la fanfare qui a entouré la préparation de cette conférence démontrerait qu'effectivement, cette présidence, une présidence peut être utilisée à certaines fins, à des fins finalement qui vont européaniser le débat public pour permettre à un débat politique national de s'approprier de la question européenne. Évidemment, on va voir ça dans un état assez exceptionnel, dans un degré exceptionnel à cause de la synchronie avec les élections présidentielles. Donc, ça va être très intéressant. En même temps, je pense que les attentes également qui sont développées vis-à-vis cette présidence sont également assez inédites. Je pense que tant au niveau national comme au niveau européen, il y a des grandes attentes. On s'attend vraiment que dans ces moments historiques, la présidence française puisse faire la différence, puisse amener à un saut qualitatif dans les processus d'intégration européenne en prenant en compte toutes les transformations qui nous ont été imposées par la crise du Covid, cette visibilité majeure de la nature incomplète de ce processus d'intégration européenne qui créerait en fait les conditions pour que cette présidence puisse effectivement avoir des ambitions qui vont au-delà des autres présidences qui sembleraient être plutôt ordinaires. Cette présidence ne va pas être une présidence ordinaire comme les autres. Ça va être quelque chose de différent. Je pense que nous sommes tous d'accord que cette présidence va se dérouler dans des circonstances absolument uniques, à la fois institutionnelles et politiques, qui la rendent qualitativement, je pense, différente des précédentes. Pourtant, la question demeure de savoir ce que nous pouvons raisonnablement attendre de cette présidence. Et je pense que ça, c'est la question qui devrait nous occuper. Dans quelle mesure cette présidence sera capable de satisfaire ses attentes? Dans quelle mesure cette présidence va vraiment démontrer qu'il est possible d'utiliser une précédence pour faire accélérer un processus d'intégration européenne au-delà des affaires courantes? Je pense que M. Lekend, tout à l'heure, faisait référence au fait qu'en fait, ça va être le premier trimestre européen dans l'histoire. Ça ne va pas être un semestre, ça ne va pas être un quadrimestre, ça va être un trimestre européen. Et cela donne également un élément qualitativement, je pense, différent. Donc voilà, ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est vraiment poser une série de questions. Je n'ai pas de réponse, mais vous êtes mieux placé que moi pour donner des réponses provenant des sciences politiques. Vous avez écrit sur ce sujet, à différence que moi. Je n'ai pas écrit sur l'institution de la présidence du Conseil, mais voilà, je suis un observateur, donc je vais m'y limiter à constater, à faire quelques remarques qui constatent des différences ou des éléments de rupture par rapport au passé et adresser également les attentes. Donc, tout d'abord, je voudrais me concentrer sur la spécificité institutionnelle qui entoure cette présidence. Donc, la France a eu la présidence du Conseil 13 fois dans le passé, mais comme il a été évoqué tout à l'heure, c'est la première fois que la France a cette présidence depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Donc, la première fois depuis le 1er décembre 2009. Donc, il s'agira pour la France de la première fois que effectivement, se trouve à organiser cette présidence depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ainsi qu'a été anticipé, cela est important parce qu'il y a des modifications institutionnelles d'une certaine envergure que je vais mentionner brièvement et sont assez connues, notamment parmi vous, mais il est important de se rappeler qu'à partir de 2009, il a été créé une présidence permanente auprès du Conseil européen qui inévitablement a changé l'équilibre institutionnel parmi les différentes institutions, le fait que finalement toutes les questions liées à les questions, disons, d'affaires, les affaires étrangères, et donc les hauts représentants, ils sont ralliés à la présidente permanente et non plus à celle qui est en rotation. L'institutionnalisation du trio, et donc du fait que finalement, aujourd'hui, par exemple, la France bientôt ouvrira les trios des présidences
qu'elle formera avec la République tchèque et la Suède. Donc, cette logique des trios également est novatrice. Et puis encore l'inclusion de la présidence du Eurogroupe dans les cadres institutionnels. Voilà, tous ces éléments-là ont, et je pense que la littérature sur ces points est assez unanime, ont changé la donne dans la mesure où l'influence politique d'une présidence tournante a été limitée par la nature du cadre institutionnel. Notamment, cette réduction du rôle de la présidence tournante a changé les dynamiques de la prise de décision en Europe, a donné lieu, selon une bonne partie de la littérature, à l'émergence des nouvelles formes d'antigouvernementalisme qui, en fait, ont amené la prise de décision en dehors du cadre de la méthode communautaire. Évidemment, le statut juridique du Conseil européen continue à évoluer. On a assisté à des transformations liées également aux personnalités qui ont en fait présidé cette institution. Et donc, la question aujourd'hui reste celle de savoir quels sont les vrais rôles et quelles sont les vraies fonctions qui peuvent être attribuées à une présidence. Et je pense que la littérature aujourd'hui soutient qu'au-delà de ces modifications institutionnelles qui ont limité l'influence politique de la présidence à l'avantage de la présidence permanente, ont continué à donner des prérogatives de agenda setting, c'est-à-dire de définition des priorités des questions à débattre pendant la présidence et au-delà. J'ai trouvé au moins 3 ou 4 papiers qui vont dans ce sens-là. Et également, aujourd'hui, on reconnaît à la présidence une autorité sur les choix de quelles questions vont être débattues, à quel moment elles vont être débattues et délibérées, et combien de temps va être investi pour débattre de ces questions. En même temps, la littérature nous dit également, et je suis assez d'accord sur cela, que c'est potentiel de finalement définir une agenda politique de cette présidence, si on regarde aux dernières 10 ans, depuis les traités de Lisbonne, est conditionné par un nombre de facteurs assez importants. Le premier facteur est lié à la politique nationale. Et donc ici, l'élément présidentiel peut jouer dans un sens ou dans l'autre. Ça peut affaiblir la capacité de la France d'imposer des priorités ou au contraire, ça peut le renforcer. Mais c'est un élément fondamental. L'autre deuxième élément, c'est l'organisation de la présidence. Combien de ressources, combien de temps, quel type de coordination existe au niveau de l'organisation de l'État pour définir ce type de présidence. Et finalement, quel est le positionnement de l'État membre en question, et donc de la France, et son acceptation politique, je dirais même culturelle et sociale, au sein du Conseil européen actuel. Un Conseil européen qui, par sa nature propre, est en train de changer son centre de gravité. On pourrait dire en termes généraux, du centre droit, parti populaire, vers une tendance plus centre-gauche à cause des élections allemandes dont on ne connaît pas encore entièrement les résultats en termes de formation des gouvernements, mais on sait qu'on peut s'imaginer que lorsque la France prendra sa présidence, nous aurons en Allemagne un gouvernement que probablement sera formé, lidéré par les socialistes et qui s'appuiera sur les Verts et s'appuiera sur les libéraux. Donc, ce déplacement du centre de gravité politique aura également des conséquences sur l'acceptation de cette présidence au sein du Conseil, la perception que les autres États auront par rapport à l'agenda pro-européen de cette présidence. Nous avons évidemment au sein du Conseil européen un nombre important d'États qui sont plutôt rebelles, je pense au Visegrad, qui n'ont pas nécessairement une relation, disons, des faveurs avec la France. La France symbolise tout ce qu'eux, ils sont en train de combattre. Si on regarde au discours du Premier ministre polonais d'hier au Parlement à Strasbourg, évidemment, on voit très bien que la France est vraiment symboliquement tout ce qu'eux ne sont pas d'accord à poursuivre lors des prochains mois.
Et donc, cela donnera lieu à des implications importantes. Deuxième dimension, je mets à côté la dimension institutionnelle, ayant esquissé les cadres dans lesquels l'influence de la présidence française pourra être moins ou plus importante, qui est la dimension plus conjoncturelle. Donc, je pense que là, il faut vraiment regarder aux dossiers qui seront sur la table. Je pense que le premier dossier, et je regarde notamment la situation interne, parce que la situation externe, on peut la mettre à côté, je ne suis pas un expert des relations extérieures, c'est la mise en exécution du plan des sauvetages, donc Next Generation EU, et notamment la capacité d'absorption des différents États membres lorsque ces sommes seront versées. Quel rôle la France voudra jouer sur cette question-là? Il y a un débat naissant, comme vous le savez, sur les types de contrôles qu'il faudrait créer sur l'utilisation de ces sommes et sur la possibilité d'impliquer également la société civile d'une façon qui nous rappelle un peu le budget participatoire au niveau européen. Est-ce que la France prendra une position sur cela? Nous avons une consultation publique qui vient d'être lancée sur la réforme du pacte de croissance et stabilité. Comme vous savez, cela symbolise un autre grand débat qu'on aura pendant la présidence française, à savoir le Covid a amené à suspendre un nombre très important des règles, les régimes d'aide étatique. Madame Vestager vient de renouveler la suspension de ces règles, un régime spécial pour permettre aux États de transférer des ressources. En même temps, nous avons les pactes de croissance et stabilité qui a été également suspendu et qu'on veut réformer. Il y aura un moment où ces règles devront, selon les États du Nord, être réimposées dans l'ordre juridique européen. Et quelle sera la réponse politique? Quel rôle prendra la France? Est-ce que la France sera promotrice d'une réimposition des normes? Est-ce qu'elle jouera simplement un rôle de facilitateur entre les pays du Sud qui sont contraires à l'application de ces règles telles qu'elles sont écrites, ou plutôt elle sera plutôt favorable à une réforme? Tout ce qu'on a vu, on a entendu pendant les dernières années démontrerait que la France sera pour une réforme de toutes ces règles. Mais comment elle sera capable de gérer cela? Je pense que ça reste une question fondamentale, notamment parce que, comme je l'ai anticipé, la crise de l'état des droits aujourd'hui rend le débat sur la question de savoir si réappliquer, réformer ces règles, oui ou non, encore plus complexe, parce que la machine est en train d'avancer. Aujourd'hui, vous savez que la plupart des États membres ont eu leur plan de relance approuvé, mais ce n'est pas le cas pour la Pologne et pour l'Hongrie. Et j'imagine que vous estimez également que l'arme la plus puissante dont dispose la Commission, les conseils, et donc probablement la présidence française, est justement de ne pas approuver ces plans. Parce que dans la mesure où ces plans ne seront pas approuvés, les fonds ne seront pas transférés et donc on n'aura pas besoin d'utiliser des recours à manquement, les mécanismes des conditionnalités qu'on a beaucoup de difficultés à adopter et qui continuent à être de facto suspendus à cause des conclusions plutôt illégales du Conseil de décembre passé. Et donc, dans ces cadres, on pourra se demander où la France va se positionner. Aujourd'hui, vous le savez très bien, la France a décidé, par exemple, de ne pas prendre position finalement sur les crises de l'état de droit en disant que finalement, ce n'était pas l'agenda du Conseil européen. Et donc, on peut s'attendre que la France est en train de finalement préparer son rôle de facilitateur en ne prenant pas de position sur cette question-là pour être ensuite capable d'être et jouer un rôle de médiateur plutôt qu'un rôle de, je dirais, défendeur de l'état de droit, comme a essayé de faire et de dire au fur des derniers mois. Est-ce que ce débat va changer suite à un nouveau gouvernement allemand qui serait en fait plus libre par rapport à Mme Merkel d'être plus dur vis-à-vis de l'Hongrie et vis-à-vis de la Pologne? C'est une possibilité, c'est un peu ce qu'on s'attend, mais en mettant, comme vous le savez, le débat européen et notamment la crise de l'état de droit était absent dans la campagne électorale allemande et donc on ne sait pas exactement ce que les nouveaux gouvernements fera sur ces questions. Est-ce que la France aura un allié en Allemagne, justement, sur ces dossiers ou pas? Malheureusement, il y a un manque d'informations
une manque d'intelligibilité dans les positionnements allemands sur les questions européennes à cause du fait qu'effectivement, l'Europe manquait complètement dans les débats politiques particuliers. Lorsqu'on regarde à la dimension externe, je pense que la présidence française interviendra également à un moment singulier au regard du contexte international. Nous avons toujours cette attaque plutôt frontale de M. Macron à l'OTAN et au besoin de les réformer. Je pense que la crise AUKUS australienne et américaine a laissé des blessures qui resteront ouvertes pendant quelques temps. Donc là aussi, on ne sait pas dans quelle mesure la France sera capable, aura la capacité mentale de également essayer d'utiliser cette précédence pour faire avancer ce dossier. Et les documents qui ont été publiés jusqu'à maintenant sont plutôt modestes, comme vous disiez tout à l'heure, Christian. Je pense qu'il y a eu 2 communiqués de presse qui ont été publiés, mais il n'y a pas un vrai positionnement sur cette question. Et on peut s'imaginer que le principe de l'autonomie stratégique, on l'entendra à nouveau, il sera appliqué à nouveau. Un élément intéressant par rapport à l'autonomie stratégique, je pense, c'est un peu la méthode. Comme vous avez suivi, l'autonomie stratégique a été utilisée pour finalement faire des rachats conjoints en Europe pour les vaccins. Et là, il y a une pression politique sur la présidence française afin qu'ils utilisent la même méthode pour acheter de l'énergie, pour faire face à la crise actuelle, mais également à l'avenir pour organiser des marchés publics pan-européens. Je trouve absolument fascinant l'effet que le Covid nous a montré cette possibilité et cela pourra être également un des outils que la présidence française pourra avancer. Parce que finalement, on est en train de traduire un grand principe qui vient du secteur de la défense, des relations internationales, à un vrai outil comme la possibilité de faire des achats conjoints pour résoudre des problèmes. Donc, cette idée des souverainetés européennes dont on a entendu parler beaucoup, mais qui est sous-théorisée, on n'a pas vraiment beaucoup de clarté sur ces concepts, pourrait trouver une application concrète. Donc, la souveraineté européenne pourrait donner lieu à des rachats conjoints à chaque fois que les États membres ne sont pas mieux placés que l'Union européenne, finalement, pour faire face à des crises comme celle énergétique ou l'usage de certaines sommes d'argent public dans les cas de rachats publics. Dernier élément, le troisième enjeu de la présidence française, encore une fois, une spécificité, je pense, française de cette présidence, c'est l'enjeu démocratique. Pour faire court, on pourrait dire que le Covid a donné lieu à une crise d'abord sanitaire, à laquelle l'Europe a plus ou moins fait face avec maintenant des propositions pour la création d'une union de la santé qui est assez faible comme proposition parce que finalement, on n'est pas vraiment en train de harmoniser la capacité sanitaire de chaque État, mais on est en train quand même d'avancer avec des cessions de souveraineté. Il y a eu une crise financière, nous avons eu cette accélération, les moments hamiltoniens qui a été évoqué avec les plans des relances, mais nous avons également une crise démocratique que je pense reste un peu cachée et qui sera au centre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, même s'il n'est pas présenté dans ces termes, mais je pense que ça vaut la peine de rappeler que c'est la France qui a voulu cette conférence sur l'avenir de l'Europe depuis longtemps. Les discours de la Sorbonne l'avaient anticipé. La tribune que M. Macron avait publiée de manière synchronisée partout en Europe l'avait également promis. Et la première déclaration de Mme von der Leyen, lorsqu'elle avait été désignée de manière un peu à surprise, a été justement le lancement de cette conférence. C'est quand même important de se rappeler que la conférence sur l'avenir de l'Europe représente le premier essai de réformer institutionnellement l'Union européenne depuis 2007, depuis les référendums français et néerlandais. Donc, indépendamment de ce qu'on pense de cette conférence, une approche cosmétique, une approche substantielle, on ne le sait pas, c'est quand même un acte de courage de la part de nos leaders politiques parce qu'ils sont en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Et ils le font dans un moment géopolitiquement très complexe, tant interne qu'externe, qui va effectivement donner lieu à une certaine exposition, une certaine vulnérabilité
je pense, du processus d'intégration européenne, parce que la manière dans laquelle cette conférence a été créée, finalement, est absolument inédite. Nous avons, comme vous le savez, environ 800 citoyens qui ont été tirés à sort à la méthode convention citoyenne que vous avez expérimentée en France, pour finalement identifier des sujets, identifier des solutions et qui seront ensuite transférés selon un mécanisme assez complexe, si vous voulez, on peut en parler plus en détail, au niveau politique, les désirs et les attentes des citoyens européens. Alors, je pense que c'est une méthode absolument novatrice qui va, un peu comme la Convention avait fait, définir un nouveau modèle pour réformer les traités. Parce que finalement, lorsque la Convention avait été lancée, n'était pas institutionnalisée et ensuite a été codifiée. Alors là, peut-être que cela va se produire à nouveau. Et ça serait quelque chose d'assez important. Et c'est une raison pour laquelle cette conférence est probablement beaucoup plus importante de ce que les commentateurs sont en train de lui reconnaître. Il y a également un autre élément, c'est les changements de logique de cette méthode. On demande aux citoyens de prioriser des sujets et si seulement l'Europe est mieux positionnée que les États membres pour leur répondre, eh bien, c'est les citoyens qui ont demandé une réforme des traités. C'est un changement assez en profondeur de la manière plus ancienne selon laquelle c'est finalement les institutions, et il revient aux États membres d'identifier la nécessité d'avancer ou de modifier notre trajet constitutionnel. Ces deux éléments sont assez prometteurs. Évidemment, pour évaluer brièvement la conférence sur l'avenir de l'Europe, il faut quand même se rappeler que les temps et les délais sont limités. Paradoxalement, c'est la France, encore une fois, qui a délimité dans ce trimestre européen cette conférence. Et donc, selon les experts en démocratie délibérative, il sera très, très compliqué d'arriver à des vraies solutions concrètes équivalentes à celles que la Convention climat a fait en France. Et donc, on aura une difficulté de plus. On n'aura pas nécessairement des idées bien conçues, bien définies, qui seront ensuite prises en compte par les niveaux politiques. La question que vous avez vécue en France et qu'on vivra bientôt en Europe restera la même. Dans quelle manière et comment on pourra finalement intégrer les propositions citoyennes au processus politique décisionnel de la démocratie représentative. En Europe, il y a beaucoup plus de filtres de ce qu'on avait en France. Finalement, vous savez que la décision sur les recommandations sera prise par les comités exécutifs qui représentent les trois institutions et non pas par les citoyens. C'est une grande différence. Donc, les recommandations seront filtrées. Mais si les trois institutions ne devraient pas suivre les recommandations, il y a la possibilité d'indiquer cela. Donc, il y a une sorte d'avis minoritaire qui sera indiqué. Et ensuite, tout cela sera très visible au niveau politique et au Conseil européen. Pour terminer sur la conférence de l'avenir de l'Europe et sur comment cela pourra avoir des retombées sur la présidence française, je pense qu'il est important d'identifier l'élément novateur ici, à savoir la transparence qui sera assurée à la fin du processus. Tous les citoyens seront capables de voir ce que les conventions citoyennes, les panels ont proposé et ce que chaque institution a répondu par rapport à ces propositions. Ça, c'est un élément de force, un élément qui peut compliquer les rôles de la présidence française, mais qui peut également les faciliter. Parce que si la campagne électorale débutera déjà en mars et ses conclusions pourront être publiées en mai, on sera en pleine campagne électorale lorsque ces idées seront développées, seront publiées. Donc, dans quelle mesure la présidence française sera capable finalement de s'approprier de cet exercice et de ces idées en disant finalement, nous avons organisé cette mobilisation, les Européens veulent aller dans ce sens et c'est exactement une partie de mon programme électoral que je vous propose à vous Français, mais également à tous les citoyens européens. Et donc, on voit cette dimension transnationale que M. Macron a essayé de développer au fur des mois derniers en regardant non seulement à ses électeurs, mais également à ses non-électeurs. Mais c'est des non-électeurs au niveau français, mais au niveau européen, ils le sont. Et on sait très bien que sa vision, finalement, des européanisation de l'espace politique européen est très, très présent lorsque la République en marche a été lancée. Ensuite, elle s'est perdue parce qu'elle n'a pas été capable de développer
je dirais, un groupe politique et ensuite un parti politique capable d'européaniser autant. Et d'ici, la grande question institutionnelle et donc la loi électorale dont on a débattu longtemps avec Olivier, les rôles des listes transnationales et si vous voulez, bientôt, on pourra également parler un peu de ce dossier qui est en cours en parallèle à la conférence sur l'avenir de l'Europe, mais que je pense demandera à la France d'adopter une décision un peu plus claire. La France était les grands supporters des listes transnationales, mais ensuite, elle a quand même pris des distances de ces dossiers et on ne comprend pas jusqu'à quel point il y a un capital politique de M. Macron derrière la réécriture des règles du jeu. Pour l'instant, les dossiers sont plutôt dans les mains des socialistes et non pas dans les mains des libéraux. Et apparemment, M. Weber et les partis populaires ne seraient pas contre à l'idée. Mais le prix qui a été demandé par les partis populaires pour soutenir ce processus très lent d'européanisation, on est en train de discuter d'environ une vingtaine de sièges pour les parlements européens est quand même très modeste, mais les prix qu'il a demandé, c'est un principe de non-incompatibilité entre les listes nationales et la liste transnationale. Donc, il veut être sûr que les candidats du Parti populaire seront capables d'être présents dans les deux listes pour éviter de ne pas être élus. Donc, ça, c'est un peu les stades politiques, mais vous voyez, les libéraux et la présidence française n'a pas vraiment pris position sur un dossier que je pense être clé d'ici à 2024. Voici les observations que j'avais notées ici. Je pense, pour revenir à mon message initial, que ça va être une présidence absolument intéressante à suivre, capable de finalement définir un nouveau modèle de comment une présidence peut être organisée, peut être gérée. Pour l'instant, on a entendu parler de cette présidence de manière un peu critique à cause du contrat de parrainage que la France serait prête ou serait en train de négocier. Donc, on peut s'attendre également des critiques sur cet aspect-là. Mais je pense que c'est des mobilisations un peu liées à certains milieux de la société civile qui sont très attentifs depuis très longtemps. Ils voudraient une élimination, une interdiction des contrats de parrainage qui finalement jouent un rôle assez modeste dans l'organisation de ces rencontres. Donc, j'espère que dans les prochaines semaines, on aura un débat un peu plus soutenu qui ne se concentre pas sur ces petits détails des contrats de parrainage et des sponsorships, mais plutôt sur les grandes questions qui vont venir. Et j'espère que voilà, d'ici à un mois, il y aura une clarté majeure de la part de cette présidence française sur les vraies priorités de cette présidence. Et il sera très intéressant de faire l'exercice, et je termine sur cela, de comparer les priorités de la présidence française avec les discours de la Sorbonne, où finalement la vision pro-européenne macroniste avait été mise en avant. Et j'imagine qu'il n'y aura pas une superposition. Je pense qu'il y aura pas mal d'éléments qui seront mis à côté, dû au contexte politique, géopolitique actuel et de l'intégration européenne post-pandémique. Il faut se rappeler que ce discours a été prononcé bien avant le Covid et les transformations qui ont eu lieu après. Je m'arrête ici. J'espère d'avoir partagé quelques éléments qui pourraient susciter des réactions et donc un débat qui suivra. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alberto pour cette présentation très vive, très riche. Si certains spectateurs avaient des doutes quant à l'intérêt et aux enjeux de cette présidence, je pense qu'ils sont levés. 1000 questions se posent et ça va vraiment être un exercice fascinant. J'invite les personnes qui nous suivent en ligne à poser leurs questions dans la rubrique Q et R que vous voyez en bas de votre écran. Mais je vais faire un petit tour de mes chers collègues pour leur demander des premières réactions, des premières questions. Christian, on commence avec toi. Merci beaucoup à Alberto de cet exposé effectivement fort complet et qui rejoint pour l'essentiel, je pense, les analyses que je fais aussi de cette présidence. Peut-être quelques points simplement pour compléter. Le premier point, c'est que cette idée d'avoir des priorités politiques nationales, je crois que c'est un trait structurel des présidences françaises. On a toujours eu cela dans l'histoire des présidences, c'est-à-dire que
on n'a jamais considéré que ce moment était simplement une responsabilité pour gérer les dossiers en cours. On a toujours pensé que c'était aussi une façon d'impulser quelques priorités nationales. Donc, on les attend puisqu'effectivement, elles n'ont pas encore été publiées. Pour l'instant, nous n'avons que le communiqué du 20 novembre 2020 de la présentation au Conseil des ministres et puis les interviews dans la presse des ministres et notamment du secrétaire d'État aux Affaires européennes. Je pense qu'il y a un aspect peut-être que vous avez moins sur lequel vous avez moins insisté, Alberto, qui sera important aussi, c'est quand même un certain nombre de propositions. C'est une des priorités de la présidence française et sur laquelle, d'ailleurs, la France pourra compter sur le soutien au moins de 2 membres de la coalition nouvelle en Allemagne, c'est-à-dire les libéraux et les Verts. Je pense que la question du verdissement de l'économie de manière générale, c'est un point que la présidence ne pourra pas éviter. Et puis, on reviendra certainement du côté français sur l'idée de politique industrielle. C'est assez intéressant parce que là aussi, ce n'est pas tout à fait nouveau du côté français. Cette idée d'avoir des champions, sauf que à l'origine, ça devait être des champions nationaux. Aujourd'hui, ça doit être des champions européens. Mais je crois que c'est quelque chose aussi sur lequel le commissaire, qui est commissaire français d'ailleurs à Bruxelles, Thierry Breton, travaille beaucoup en coordination avec la présidence. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a des sujets vraisemblablement que la présidence n'abordera pas. Ça, on n'en parle jamais, mais je pense à l'élargissement aux Balkans occidentaux. Moi, je n'arrive pas à trouver une quelconque référence française à ce que l'on souhaite en matière d'élargissement. Et ça, je pense que ce sera une très, très grande différence aussi avec les présidences qui vont suivre, en particulier la présidence tchèque qui entend en faire une de ses priorités. Et puis, sur l'autonomie stratégique, ce concept très français, là aussi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande continuité ensuite des présidences qui vont suivre. En tout cas, du côté tchèque, je peux vous dire que c'est un concept dont on se méfie terriblement, puisqu'on n'arrive pas à ne pas le voir antagoniste à la relation transatlantique. C'est comme ça que les choses sont perçues à Prague. Voilà, je voulais simplement, pour terminer, et sans faire de plaidoyer pro domo, indiquer aussi qu'il y a quand même eu une petite novation institutionnelle qui a consisté à avoir recours pour la préparation de cette présidence à des groupes composés de personnalités de la société civile. Je pense à un des groupes que préside Thierry Chopin, je ne sais pas si vous en faites partie, mais sur les priorités de la présidence. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Moi-même, je préside un groupe, je remets le rapport ce soir sur la question du multilinguisme dans les institutions européennes, vaste sujet. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté du secrétaire d'État aux Affaires européennes, notamment, quand même d'avoir recours à une expertise autre que la seule expertise de l'administration française. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Comment ce sera accueilli par l'administration française, ça, c'est une autre question. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Christian, pour ces remarques et ces questions. Je propose de donner la parole à Sabine, ensuite à Olivier, et ensuite on la rendra à Alberto. Il faut qu'on arrive à tout boucler à 11h40, car Alberto doit aller édifier ses étudiants sur les choses européennes. Sabine. C'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très complète d'une présidence, si je peux me permettre, qui est une présidence très attendue, la présidence d'un grand État, d'un État fondateur, mais qui, dès le départ, a quand même 2 incertitudes. Je ne les appelle pas fragilité, je les appelle incertitudes. La première, c'est d'avoir accepté d'organiser la présidence française au même moment que les élections présidentielles.
C'est un sujet absolument extraordinaire pour l'observatrice que je suis. Institutionnellement, cette situation fragilise d'une certaine manière une présidence. D'autant plus une présidence qui, depuis le début de son mandat, président Macron, a fortement souligné son attachement à la chose européenne. Et donc là, on a une présidence, comme vous dites, comme tu dis, très attendue, mais qui, d'une certaine manière, se passe en même temps qu'un des moments clés de la vie politique de la France. Et une deuxième incertitude, et non pas la moindre, à savoir la place et le pouvoir d'influence du couple franco-allemand sur cette présidence française, car nous le savons, les collègues, vous avez tous écrit à un moment donné sur ce sujet, il y a une série d'éléments qui peuvent être décantés uniquement à partir du moment où il y a une coalition franco-allemande qui arrive, non pas seule, mais qui arrive à entraîner d'autres États avec elle. Et donc là, on a une présidence que je trouve absolument fascinante et qui a ces deux grandes incertitudes. Et maintenant, en fait, moi, j'aimerais beaucoup parler du sujet que vous avez abordé, qui était central avec le sujet de la conférence sur l'avenir de l'Europe, mais qui est le sujet du positionnement du gouvernement français par rapport à la question de l'état de droit. C'est la question qui, en ce moment, préoccupe et de manière assez intéressante l'ensemble de la classe politique, mais aussi des médias. Nous le savons tous, avant la crise de l'Union économique et monétaire, personne ne s'intéressait à la Banque centrale européenne. Et avant les jugements de la Cour fédérale allemande et le tribunal constitutionnel polonais, peu de gens s'intéressaient à la question ou à la place de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'Union européenne. Donc, vous disiez tout à l'heure que la question de l'état de droit est une question qui est contournée par le gouvernement français. C'est tout à fait vrai, surtout connaissant la position d'Angela Merkel par rapport à ce sujet. En ce moment, par rapport à la Pologne et le jugement. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que la France va continuer à ne pas aborder cette question, ce qui me semble très compliqué à faire, c'est-à-dire cette position d'attente est complexe. Et donc, pour moi, c'est vraiment une des grandes questions de la présidence française. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabine. Olivier, je te passe la parole. Merci. Deux remarques sur lesquelles j'aimerais avoir une réaction d'Alberto. D'abord, pour être parce qu'on a un peu tourné autour du pot dans nos discussions, pour le dire plus franchement, est-ce qu'il n'y a pas une vraie contradiction entre ce qu'est normalement l'exercice d'une présidence du Conseil de l'Union européenne, donc le fait de se mettre un peu en retrait, de jouer les intermédiaires, d'accepter un agenda qui est largement contraint, et puis la façon dont les autorités françaises le vivent et le préparent et le mettent en scène, quoi. Alors, on peut vivre avec des contradictions en la politique en est faite, mais est-ce que se dessine pas à chaque fois un peu une déception un peu automatique compte tenu de cette contradiction? Deuxième remarque, ça rejoint un peu ce que disait Sabine sur la Cour constitutionnelle polonaise. Moi, j'avais le sentiment en tant qu'observateur de la vie politique française interne que l'Union européenne était un thème moins
structurant qu'il ne l'avait été en 2017, puisque Marine Le Pen, notamment, avait un peu modéré ses positions eurosceptiques pour des raisons qui sont assez évidentes. Et Emmanuel Macron, voulant être élu, n'allait sûrement pas faire campagne derrière Jean Monnet comme Monique Reynaud. Et je me demande si on n'a pas un retour un peu de cette question européenne dans l'agenda national français. Je me suis fait cette remarque au lendemain des réactions françaises, des dirigeants politiques français sur la décision de la Cour constitutionnelle polonaise, où on a vu des gens qui s'en sont réjouis de façon relativement attendue, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, mais aussi, il y a eu aussi une forme de critique de la part de dirigeants politiques de partis plus classiques, de critique du principe fondamental de la primauté du droit européen. Alors, bon, c'était le cas d'Arnaud Montebourg chez les socialistes ou les ex-socialistes, ce qui peut en surprendre certains. Moi, ça m'a surpris, je peux le dire, mais peut-être pas d'autres. Mais aussi chez les Républicains, avec notamment Michel Barnier, qui a fait des orphelins à Bruxelles, où 15 ans de bonne réputation commencent à être gâchés en quelques jours. Mais bon, au-delà de l'anecdote, est-ce que ce n'est pas le signe qu'il y a une forme de repolitisation des questions européennes actuellement en France, pour des raisons un peu contingentes? Et est-ce que ça ne peut pas impacter la présidence française? Peut-être pas, après tout, puisqu'on est habitué à ce qu'il y ait une politique européenne qui soit comme détachée du débat européen. Voilà pour mes remarques et questions. Merci Olivier. On a 2 questions dans le public et j'en ajouterai une petite. On a une question de François Roux qui demande si la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, enfin qui s'interroge, est-ce que c'est un booster ou est-ce que c'est un boulet pour la présidence française du Conseil de l'Union? Très bonne question. Ça peut être à la fois une ressource puisque Emmanuel Macron aime à présenter la conférence comme en quelque sorte son idée. Mais quelque part, est-ce que ça ne va pas aussi perturber le déroulement de la présidence? On a une question de Diane Fromage de l'école de droit de Sciences Po qui aimerait savoir, qui dit la présidence française a été prévue pour le 2e semestre 2021 et a été décalée à cause du Brexit. Quelle marge de manœuvre la France avait-elle de renégocier un ordre négocié de longue date par les États membres? Donc, je pose la question à Alberto, mais je peux la poser à Sabine si Alberto ne sait pas. Moi, j'avais une dernière remarque. On a beaucoup dit aujourd'hui aussi que le changement institutionnel de Lisbonne était un caillou dans la chaussure de la présidence française, à savoir que maintenant, on a une présidence permanente du Conseil européen qui va limiter beaucoup la capacité d'action de la présidence comparée à ce qu'elle était avant l'entrée en vigueur du traité. Mais finalement, est-ce que la proximité politique, idéologique entre Emmanuel Macron et Charles Michel, est-ce que le fait aussi qu'on a parfois présenté Michel comme l'homme de Macron ne va pas être une ressource importante pour la présidence française pour arriver à peser bien au-delà de la simple présidence du Conseil? Alberto, je te rends la parole pour répondre à toutes ces remarques, toutes ces questions. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si tu auras le temps de tout traiter. Magnifique. Merci à tout le monde pour ces remarques. Oui, tout de suite, les derniers points. Proximité entre Macron et Michel, c'est très bien vu. Je pense que ça va être super intéressant pour les politologues de voir comment finalement cette proximité, cet alignement vont effectivement donner lieu à un nouveau produit institutionnel. C'est-à-dire que la présidence permanente et celle tournante vont finalement se superposer et être tellement synchronisées, tellement sur la ligne que la France bénéficiera sans doute sur cela. Donc ça a quelque chose d'inédit. Je ne pense pas qu'il s'est produit avec d'autres présidences. Peut-être à l'avenir, il y aura les cas, mais la relation entre les deux, évidemment, va favoriser cela. Donc ça, c'est un élément probablement d'avantage dans la fonctionnalité, mais également un élément de suspicion, des suspects de la part des Visegrad et de certains États qui vont voir que finalement le système a été fait pour les coincer et pas vraiment pour écouter tout le monde parce qu'il n'est pas nôtre. Et cette question-là va se poser bientôt. Je pense qu'elle est déjà dans les couloirs et on va la vivre pendant ces heures du Conseil européen dans les relations entre les différents chefs d'État et de gouvernement. Il y avait un commentaire spécifique
sur les positionnements du gouvernement français sur l'état de droit. C'est une très belle question, je pense, Sabine, celle de savoir si la France peut se permettre de ne pas se positionner. Il y a une ambivalence des fonds. Monsieur Macron était parmi les plus durs lors du Conseil européen du décembre 2020, qui était le Conseil européen qui finalement a défini les règles du jeu. Et on sait très bien que la France ne voulait pas finalement accepter que la Pologne et l'Hongrie puissent suspendre de facto les règlements conditionnalité, ce qui c'était quelque chose d'inédit. Je vous rappelle, là, pratiquement, on voit que les États membres sont capables de suspendre l'application d'un acte qui a déjà été voté par le Parlement et par le Conseil. Et la Commission était complice et a accepté cela. Les États membres sont restés à regarder et cela a été à un moment de vérité. Mais c'est vrai que depuis lors, la France a été très attentive à se positionner sur cette question. Sur cette question, il y a une ambivalence, mais je pense que l'une des raisons pour laquelle il y a cette ambivalence, c'est justement l'avenir et la suite du plan de relance. À savoir, le plan de relance est considéré comme le grand produit de cette administration Ursula von der Leyen. C'est les produits de l'amitié franco-allemande, c'est eux qui ont dessiné ce programme. Est-ce qu'on peut se permettre finalement de mettre en cause le bon fonctionnement du plan de relance en essayant d'être si exigeant vis-à-vis de certains États? Je pense qu'il y a cette dimension de protéger notre baby. Et les babies, c'est ce plan de relance, c'est quelque chose d'unique, c'est une accélération, c'est l'équivalent du nouveau plan Marshall qui a été créé par nous, a été conçu. Est-ce qu'il y a un danger que l'endurcissement de notre approche vis-à-vis du Visegrad pourrait gâcher notre baby? Je pense que ça, c'est dans la tête des leaders européens et d'ici cette ambivalence. Il y avait un autre élément, je pense, intéressant d'Olivier qui dit, bon, finalement, il y a une contradiction. Une présidence, c'est une présidence qui vise à faciliter, à être médiatrice entre différents intérêts, mais si nous avons une présidence militante, Christian nous rappelle qu'elle a été toujours militante, tant au niveau européen qu'au niveau national, mais là, elle est encore plus militante. Est-ce qu'il y a une ambivalence? Non, il y a même une tension entre ces deux rôles. Et je pense que nous avons tous ressenti que cela pourrait effectivement créer beaucoup plus d'obstacles à la présidence française par rapport au Visegrad, mais non seulement au Visegrad. Ça peut être également les pays du Nord, les pays nordiques, donc plutôt la Ligue hanséatique lidérée par M. Rutte, peut-être par l'Autriche. On ne voit pas trop bien ce qui se passe en Autriche avec ces nouveaux gouvernements, mais ça fait partie quand même de la Ligue hanséatique. Dernier point, Olivier, je suis d'accord avec toi, il y a un retour de la question européenne en France. C'est un élément de clivage aujourd'hui, la question de l'état de droit. Ce qui s'est produit pendant la dernière semaine, c'est absolument fascinant. Je pense que c'est positif à chaque fois qu'on européanise les débats et finalement on oblige nos partis nationaux à se positionner sur ce qu'ils pensent devrait se passer en Europe. C'est enrichissant, mais c'est également très compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas les éléments dans les débats publics permettant à tout le monde de comprendre et se saisir de ces enjeux. Et donc, j'ai souffert comme vous lorsque j'ai vu M. Barnier instrumentaliser la question de l'état de droit, adopter des positions qui étaient électoralement intéressantes, mais qui n'étaient pas cohérentes à son histoire, à son personnage. Et je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y a pas un espace politique européen qui nous permet finalement de mettre en lumière cette contradiction. Et est-ce que la présidence française, qui sera sûrement dominée par les sujets européens, beaucoup plus que dans le passé, nous permettra d'éclaircir ce débat, de l'informer beaucoup plus que dans les passés? J'ai cet espoir. Je pense que les médias, déjà aujourd'hui, sont obligés à se poser beaucoup plus de questions sur qu'est-ce que c'est la primauté, pourquoi c'est important, pourquoi c'est dramatique si un État membre, dans ces cas la Pologne, mais ça peut être un État, empêche à ses propres juges d'appliquer les droits européens. Nous sommes tous touchés. Parce qu'évidemment, un citoyen français qui dépend d'une décision d'un tribunal polonais pour l'accompagnement d'un enfant ou pour un divorce sera touché par ces manques d'indépendance. Et tout cela rend la chose européenne beaucoup plus visible et beaucoup plus au centre du débat politique. Et donc, je reste optimiste sur ces points. Et il y avait des petits commentaires et notamment une question très précise. Donc, je ne connais pas la réponse, à savoir la question des Diane Fromage. Est-ce qu'il avait une marge de manœuvre pour la présidence française de s'imposer et dire non,
je veux éviter d'avoir présidentielle et en même temps d'avoir la présidence. Les plans originels, on les connaît. La conférence aurait dû être lancée un an avant le 2 mai, et donc la France aurait terminé la conférence sur l'avenir de l'Europe en décembre de cette année, tout en ayant ensuite 5-6 mois pour finalement façonner, se positionner sur ses propres conclusions. Évidemment, ce scénario aurait été optimal et évidemment, tout cela a été étudié, mais non, ce n'est plus le cas. Je pense que les trimestres, la formule trimestrielle permettra d'avoir un peu de recul. Il y a beaucoup de pression pour terminer plus tôt, mais je pense que là, la demande des organisateurs de la conférence est plutôt d'acquérir du temps. Et donc, pour donner du sens à cet exercice, on aura plutôt besoin d'avoir une réunion de plus. Ça reste une question institutionnelle s'il y aura une réunion encore ouverte de la conférence plénière en mars. Ce n'est pas encore décidé. Et là, il y aura des enjeux très importants. Juridiquement, je ne sais pas si la France aurait pu s'imposer. J'imagine que c'est de l'intergouvernemental, donc tout est possible, les droits viennent après, mais je n'ai pas une réponse précise et j'aimerais bien en savoir plus. Merci et à toi, Olivier. Merci beaucoup, Alberto. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi les animateurs ou parmi le public utiliser la fonction de questions? Moi, j'en aurais une pour toi, Alberto. Tu l'as évoqué, à l'origine, il y avait un calcul politique assez subtil de la part d'Emmanuel Macron. Donc, la séquence « je fais le discours de la Sorbonne en 2017 », tout le monde m'attend comme un leader qui va être capable d'impulser une réforme. Politiquement, ça se passe moins bien que prévu parce que la vague macroniste n'a pas déferlé sur l'Europe, pour dire les choses rapidement. Il relance un peu l'affaire en proposant cette histoire de conférence sur l'avenir de l'Union et patatras, le Covid décale tout, de sorte que la conférence a pris 1 an de retard et que la présidence française ne peut pas en engranger les bénéfices pour éventuellement proposer une réforme des traités. Néanmoins, selon toi, Alberto, qu'est-ce que la présidence française va pouvoir faire de la conférence? On sait que les Français ont fait pression pour que la conférence boucle ses travaux le plus rapidement possible, qu'on ait déjà des résultats au printemps 2022. Beaucoup de gens à Bruxelles estiment que ce n'est pas réaliste et maintenant envisagent que la conférence continue au-delà de la présidence française. Néanmoins, pour revenir à la question qui avait été posée par François Roux, est-ce qu'il y a matière pour la présidence française à faire quelque chose des résultats de cette conférence, hormis l'exercice lui-même qui est intéressant? C'est la première fois qu'officiellement l'Union européenne en tant qu'union associe des citoyens à un brainstorming sur ce qu'est l'Europe, ses valeurs, ses objectifs, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que concrètement, dans le séquençage, il y aura moyen de faire quelque chose des premiers résultats de la conférence? Très bonne question, parce que finalement, les sujets sur lesquels vont s'épancher les citoyens et cette conférence sont les mêmes sujets qui sont au centre du plan législatif et du plan programmatique de Ursula von der Leyen. Donc, en amont, on doit se poser la question si les idées qui vont ressortir seront capables, pendant les prochains 2 ans, d'ici au 2024, de rentrer dans ce programme. Est-ce qu'il y a une volonté politique de faire cela? Et je pense que l'idée ou l'intuition macronienne, c'est vraiment d'utiliser cette conférence pour modifier en cours des routes l'agenda politique de Ursula von der Leyen, d'engager les parlements, d'engager les conseils pour accélérer ce processus. Et ça, c'est l'enjeu, disons, des politiques publiques. Ensuite, il y a un enjeu également institutionnel sur lequel, en fait, je suis en train de travailler actuellement, c'est-à-dire l'institutionnalisation de cette méthode de revoir les traités et de faire finalement de la réforme institutionnelle. Est-ce qu'on va rendre permanent des conventions citoyennes? Comment on va les faire fonctionner? Comment on va les faire associer et à quelle étape du processus des politiques publiques on va les associer au niveau pré-législatif, au niveau d'amendement, lorsque les conseils et le Parlement se penchent sur une proposition de la Commission? Toutes ces questions liées à l'institutionnalisation, je pense qu'ils vont être posées et pourraient être utilisées par Macron et même par l'Europe pour dire, bon, c'est un expériment unique, inédit. Finalement, en termes des politiques publiques, c'est compliqué, on fait ce qu'on peut. On n'est pas obligé de tout suivre ce que les citoyens nous ont dit, mais nous avons appris
qu'il faut être beaucoup plus participatif. C'est ce que les traités nous imposent depuis 2009. Nous allons institutionnaliser cet exercice et nous allons trouver une manière pour introduire dans l'architecture institutionnelle des conventions citoyennes selon différentes modalités en regardant aux différents précédents. Ça pourrait être une bonne delivery parce que ce serait une forme de finalement dire ça, c'était utile, c'était un exercice qui nous a appris beaucoup de choses et on va essayer de l'introduire dans notre façon de regarder à l'Europe. Et par ailleurs, on n'a pas besoin de réformer les traités pour associer à travers un accord interinstitutionnel au travail des institutions une assemblée citoyenne permanente ou tout simplement quelque chose qu'on peut invoquer lorsqu'il y a une nécessité, ou encore mieux, mon rêve, d'associer les fonctionnements des citoyens tirés à sort avec les différents instruments participatifs comme les initiatives citoyennes européennes ou les pétitions ou encore d'autres formes de participation qu'aujourd'hui existent, mais ne sont pas visibles. On pourrait s'imaginer que certaines initiatives citoyennes européennes puissent être débattues par des conventions citoyennes. Et cela donnerait beaucoup plus de visibilité et créer une pression. Toutes ces idées-là pourraient être mis en musique par la présidence française à la fin du trimestre de cette non-présidence. Merci Alberto. J'abuse de mon rôle de modérateur pour juste rebondir sur un point que tu as soulevé tout à l'heure, sur l'histoire de superposition entre éventuellement l'agenda d'Emmanuel Macron et celui de Charles Michel, du fait qu'ils appartiennent à la même famille politique libérale. On a peut-être là un tournant qui est intéressant dans le fonctionnement de l'Union, c'est cette montée en puissance des rôles des partis européens qu'on a déjà vu en 2019 pour la séquence de nomination des différents leaders de l'Union européenne, où clairement ça a été une négociation entre les trois grandes familles politiques. Il y a peut-être un élément qui va là aussi dans ce sens, c'est l'élection de Stéphane Séjourné à la tête du groupe libéral au Parlement européen. On pourrait dire que d'une certaine manière, Macron maintenant a toutes les cartes en main parce que Séjourné est vraiment un pion de Macron. C'est quelqu'un que lui a choisi pour aller aux élections européennes en tant que proche. Et je pense que ce n'est pas anodin non plus qu'il se retrouve aujourd'hui à la tête du groupe libéral. Et je pose la question aussi à mes camarades. On avait une question de Christian. Oui, merci Olivier. Non, c'est plus un commentaire pour rebondir sur ce qui a été dit par Olivier Rosenberg sur le retour de l'Europe comme thème structurant des élections ou, disons, des campagnes électorales. Je le crois très volontiers. Je pense qu'à partir du moment où elle sera très polarisée, et c'est ce qui va se passer, le thème de l'Europe, qui est un élément de polarisation, sera présent. C'est-à-dire que l'intérêt de Macron, c'est bien sûr de mettre en avant le thème européen pour capitaliser dès le premier tour sur l'électorat qui lui est fidèle, c'est-à-dire c'est un peu plus de 20% et qui, dans l'ensemble, défend quand même beaucoup le projet européen. Et de l'autre côté, on a intérêt en réaction à jouer à fond le rejet de l'Europe, d'où cette prise de position d'ailleurs de Barnier totalement ridicule, je suis d'accord, mais qui montre bien que pour s'imposer auprès des militants du Parti Les Républicains aujourd'hui, eh bien, il faut aller sur le terrain d'une position un peu extrême en matière européenne. Alors venant d'un homme politique comme Michel Barnier, bien sûr, ça semble complètement fou. Et à mon avis, c'est une erreur qu'il a commise. Mais en tout cas, ça confirme, à mon avis, le thème de la polarisation autour. Et l'Europe sera un des thèmes de la polarisation, au même titre que l'immigration sera un également. Je pense que, oui, je crois qu'on va pas mal parler d'Europe, finalement, dans la campagne présidentielle. Merci Christian. Olivier, une remarque, une question ? Oui, les deux. Je t'ai frappé, parce qu'on a parlé un moment de la conférence sur l'avenir de l'Europe, du contraste entre le soutien français à cette idée, les attentes qui ont été placées, et puis les difficultés qu'a eu Macron pendant l'ensemble de son quinquennat à comprendre d'abord, et puis après à interagir avec le Parlement européen, qui était très frappant et un peu surprenant au regard de la carte pro-européenne
qui était la sienne en 2017. Il me semble que ce n'est pas tout à fait fortuit, quoi, cette promotion d'une assemblée de citoyens tirés au sort, alors qu'il y a une difficulté à jouer le jeu de l'organe parlementaire de l'Union européenne. Et je voulais poser la question à Alberto s'il a des vues là-dessus, sur les rapports avec le Parlement européen dans le cadre de la présidence française. Voilà. Merci pour cette question. Effectivement, j'ai été aussi assez frappé de l'attitude presque gaullienne de Macron vis-à-vis du Parlement européen. De Gaulle appelait le Parlement européen l'Assemblée d'étrangers. J'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron ne porte pas davantage cette institution dans son cœur, et l'hypothèse que fait Olivier d'une mise en concurrence des conventions citoyennes et du Parlement me semble assez intéressante. Alberto ? Oui, brièvement, Olivier, je pense que tout ton constat est partagé. Évidemment, la vision originaire de Macron était vraiment de casser le système de partis politiques européens en créant un groupe qui aurait pu ensuite donner lieu à un parti qui n'était plus ALDE, mais était beaucoup plus large, qui était au centre-gauche, je dirais, de l'échelle. Cela ne s'est pas produit pour tout un état de raison, mais finalement parce que, selon un certain nombre d'observateurs, il n'a pas vraiment fait ses devoirs en créant des alliances transnationales très, très faibles. L'idée, c'était finalement de répliquer ou même de créer ex novo des mouvements, notamment dans l'Europe centrale. Ces mouvements-là ne sont pas vraiment produits. Donc, il a dû s'appuyer sur des acteurs préexistants dont l'agenda, on sait très bien, n'est pas si aligné avec celle d'En Marche. Et donc, les produits n'étaient pas vraiment ce qu'on voulait, étaient plus modestes en termes qualitatifs et en termes quantitatifs. De plus, la présidence, comme a été souligné par Olivier, n'est pas restée à la France. C'était évidemment lié également à des facteurs plutôt personnels par rapport au candidat ou la candidate d'En Marche en ces moments. Mais finalement, comme dit Olivier, il y a une reprise du contrôle et donc on revient en arrière, et tout cela peut être considéré comme un succès. Parce qu'évidemment, la dynamique que ces journées sera capable d'imprimer sera plus importante. Mais quand même, on ne peut pas avoir des élections maintenant, on ne peut pas vraiment changer les groupes tels qu'il est. Et il y a quand même, on sait très bien, beaucoup de différences dans ces groupes, et même l'engagement de ces groupes dans les différents dossiers reste assez faible par rapport à d'autres familles politiques. Donc, il y a quelques difficultés qui restent, et on verra bien en 2024 si la vision originaire sera capable de se traduire dans une réforme plus importante de ce mouvement. Bon, ce qu'on vivra en France, ça pourrait donner une premier cas d'école pour voir si ce qui s'est produit en France sera à nouveau réplicable au niveau européen. Ce n'était pas le cas en 2019, est-ce que ce sera le cas en 2024? Et je pense que les règles du jeu, à savoir la loi électorale, la façon dans laquelle il sera rédigé, entrera en vigueur et sera interprété en France, donnera vraiment jouera un rôle important dans comment on façonnera le débat politique en 2024, qui sera des élections encore plus différentes de celles qu'on a vécues en 2014, avec les Spitzen, et en 2019, avec cette augmentation relative du taux de participation. Merci Alberto. On a une autre question de François Roux, très intéressante. Institutionnaliser la conférence de l'Europe, donc sur l'avenir de l'Europe, pour en faire un nouveau comité aux côtés du comité économique et social et du comité des régions, est-ce désirable, politiquement opportun? C'est vrai qu'on a quand même pléthore d'institutions représentatives à l'échelle de l'Union européenne. Effectivement, ici, le comité des régions est mentionné, le comité économique et social. On pourrait parler aussi de la COSAC et du vieux projet français d'avoir une sorte de Sénat des parlements européens. Est-ce que réellement, la solution pour l'Union, c'est de rajouter à tout ça une convention qui serait institutionnalisée et deviendrait pérenne? Avant de repasser la parole à Alberto, je vais la passer à Sabine. Merci Olivier. J'ai en fait une question à Olivier Rosenberg et à Alberto en même temps, qui revient à cette idée, institutionnalisée ou pas, d'une conférence des citoyens tirés au sort. C'est une vieille idée qui revient régulièrement. Ma question est de savoir,
Est-ce qu'il y a des sondages, est-ce qu'il y a des données qui nous montrent comment en fait cette idée-là est véritablement perçue et accueillie par, d'une part, les citoyens français, mais pas seulement, hein, en Europe, puisque cette question, si elle est super intéressante, elle nous intéresse et Emmanuel Macron la porte comme une des solutions pour, permettez-moi d'être suffisamment direct, contourner aussi hein, des institutions en place, est une innovation institutionnelle qui n'est pas perçue de la même façon partout. Donc, est-ce que en faisant cela, il y a une chance que d'autres gouvernements, d'autres États membres suivent avec autant d'enthousiasme que le fait le gouvernement français? Merci Sabine. Alberto et Olivier. Oui, brièvement, ces deux questions sur l'institutionnalisation et sur ce que viendra après par rapport à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense que le premier élément, François Roux, c'est définir qu'est-ce qu'on entend par institutionnalisation. Alors, institutionnalisation ne signifie pas automatiquement rendre permanent une convention citoyenne. C'est tout simplement l'idée de prévoir la possibilité de la convoquer. Donc, ça, c'est l'interprétation qu'on donne aujourd'hui d'institutionnalisation et qui est interprétée au niveau local et national de manière différente. Vous savez que nous avons 3 ou 4 exemples d'institutionnalisation, notamment les modèles belges, dans la partie belge germanophone, où nous avons 2 conseils. Nous avons un conseil qui est permanent, où nous avons des citoyens qui se réunissent de manière permanente pour discuter sur l'opportunité de convoquer des assemblées citoyennes ad hoc sur des projets qui sont en cours au sein du Parlement et qui accompagneraient le travail des représentants. Donc, c'est une sorte de mécanisme indirect. Ça, c'est un modèle intéressant qui pourrait fonctionner en Europe. Nous avons également un modèle à Bruxelles, c'est la conférence de la région de Bruxelles, qui n'est pas permanente, mais qui également on peut invoquer. Et c'est des groupes parlementaires où, en fait, c'est un groupe de travail qui est composé également par des citoyens. Et donc, nous avons la possibilité de mélanger les deux également pour donner des avis. Donc, il n'y a jamais une prise de position, il n'y a jamais une valeur contraignante de cette décision, mais il y a en Belgique beaucoup d'expérimentation et d'institutionnalisation autour de ces sujets. Par rapport à la question de Sabine sur l'acceptation sociale, le désir de dimension délibérative, je ne suis pas connaissance des sondages. Il y a un rapport de l'OCDE qui s'appelle The Deliberative Wave, donc cette vague délibérative qui en fait certifie et atteste à cartographier 250 expériments dans le monde entier et qui démontrerait une certaine désir politique d'expérimenter justement pour parfois contourner le système institutionnel comme dans l'État-nation, mais également en Europe, je pense qu'il ne s'agirait pas de contourner le système institutionnel, mais plutôt d'avoir des éléments qui accompagnent, accélèrent et permettent à cette cadre politique si éloigné de la vie des citoyens d'être obligé à se positionner de manière beaucoup plus rapide sur les priorités citoyennes. Ça, c'était l'idée de l'initiative citoyenne européenne qui n'a pas vraiment fonctionné. Et donc, on pourrait s'imaginer soit de combiner les initiatives citoyennes européennes avec cette convention citoyenne, oui ou non. Comme d'habitude, au niveau européen, je pense que ça va être compliqué de comprendre si les Européennes veulent ou ne veulent pas cette convention citoyenne. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire en amont. Mais je suis d'accord avec toi, ce serait très intéressant de voir s'il y a cet appétit, ce désir d'être tiré au sort. Pour faire court, la littérature dit, c'est très intéressant, Hélène Landemort vient de publier encore un bouquin sur le sujet, elle dit, bon, c'est très intéressant la démocratie délibérative, ça enrichit les débats, ce n'est pas d'agréger des préférences, c'est plutôt de identifier les pros et contras chaque option et donc d'enrichir les débats de manière complémentaire à la démocratie représentative. En même temps, le nombre des sujets touchés directement par une convention citoyenne est très limité. Et donc, on réduit finalement les nombres des sujets qui sont actifs dans l'espace politique européen. Donc, vous voyez, il y a quand même un débat en cours et je pense qu'il y a eu pas mal d'expérimentations au niveau local, pas beaucoup au niveau national et au niveau transnational, on est absolument pionnier en Europe. Donc, il faut continuer cette expérimentation démocratique, je pense, pour avoir des résultats.
Oui, bon, je ne sais pas, Sabine, s'il y a eu des sondages. Il faudrait regarder les eurobaromètres. Pour citer un auteur cher à Christian Lequesne, on peut se méfier de l'imposition de problématiques, comme disait Pierre Bourdieu, puisque je suspecte que les gens ne savent pas qu'il y a une conférence sur l'avenir de l'Europe et que ça les intéresse pas beaucoup. Mais bon, ça mériterait d'être regardé de plus près. Je voudrais faire un point pour dire que enfin, maintenant, il commence à y avoir quand même plusieurs expériences assez abouties de conférences de ce genre. Et ça montre que ce n'est pas la solution magique. Ça a marché en Irlande notamment. Ça a moins marché ailleurs, au Canada ou en France d'une certaine façon. Il semblerait que deux facteurs clés de réussite de ce genre d'exercice, ce soit d'une part le fait de restreindre l'agenda à une question donnée, précise, et d'autre part d'avoir des liens avec le monde politique et parlementaire durant le processus, pour pas que ce soit quelque chose qui soit fait ex nihilo. Et à cet égard-là, la conférence sur l'avenir de l'Europe me laisse plutôt sceptique. Donc, je serais un peu plus pessimiste qu'Alberto sur le sujet. Oui, merci Olivier. Alberto, tu veux rebondir? Si je peux, tout à fait, Olivier, je suis d'accord avec toi. On connaît désormais que l'un des ingrédients des succès des conférences délibératives, c'est justement de restreindre au maximum les sujets pour permettre évidemment un débat précis sur les avantages et les désavantages d'une certaine solution à un problème. Et sur ces points, la conférence sur l'avenir de l'Europe, évidemment, est très faible parce que nous avons des sujets très, très larges qui n'ont pas été, par décision des organisateurs et des citoyens mains, qui n'ont pas été réduits. Donc, nous avons une faiblesse méthodologique dans la conférence. Mais lorsqu'il s'agit des contacts avec les représentants, c'est compliqué également à dessiner. Actuellement, comme vous le savez, nous aurons une conférence plénière où, pour la première fois en Europe et dans le monde, on aura vraiment des élus et des citoyens qui auront les mêmes statuts et qui auront les mêmes droits de parole, qui pourront s'engager. Mais on ne sait pas exactement comment cela fonctionnera. Il y a aujourd'hui des personnes comme moi, des observateurs, qui sont déjà un peu préoccupés parce qu'on s'est rendu compte que lors des premières réunions du groupe des citoyens à Strasbourg, il y a eu des représentants du comité exécutif, donc des politiciens, qui étaient là comme observateurs. Et apparemment, les règlements prévoyaient cela. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très pur, à savoir le débat délibératif devrait être facilité par des professionnels et non pas subir l'influence des politiciens. Apparemment, ils n'ont pas pris la parole, mais le seul fait d'être là a joué un rôle. Et je pense que voilà, il faudra continuer à observer de près la méthodologie et essayer de comprendre plus sur cette dynamique. Donc, juste quelques observations sur tes réflexions et sur comment on est en train d'avoir une grande expérience des démocraties délibératives transnationales avec cette conférence et on va apprendre beaucoup. Merci beaucoup, Alberto. Alberto, je connais ton enthousiasme, mais je t'ai promis de t'envoyer chez tes étudiants à l'heure qu'il convient. Donc, je te remercie vraiment très chaleureusement au nom de toute l'équipe d'organisation et certainement des spectateurs pour cette intervention qui montre toute la richesse de la problématique de la présidence française du Conseil de l'Union, dont on va traiter pendant maintenant plus d'un an dans le cadre de ce séminaire. Donc, Alberto, je te libère. À nos amis spectateurs, je rappelle donc les 2 prochaines séances. Jean-Pierre Jouyet sera avec nous le 16 novembre à 17h. Il était secrétaire d'État aux Affaires européennes en 2008 et donc a supervisé la précédente présidence. Et Chloé Ridel, qui est directrice adjointe de la Fondation Rousseau, sera avec nous le 1er décembre le matin. Elle a été actrice et conseillère de la présidence roumaine en 2019, envoyée non seulement comme observatrice, mais aussi conseillère technique de la présidence roumaine. Christian, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais simplement sur le sujet de la démocratie participative auquel je ne me suis jamais véritablement intéressé, dire que en vous écoutant, je me disais que tout ça ne doit pas faire plaisir aux partis politiques constitués et que donc on ne doit pas s'attendre à un très grand soutien de la part de pays où il y a encore des partis politiques structurés. Je pense à l'Allemagne en particulier. Voilà, c'était un peu ce que
ce que m'inspirait votre échange, Olivier Alberto. Merci Christian. Merci à tous, merci d'avoir participé à cette première séance et je vous donne donc rendez-vous le mois prochain, le 16 novembre à 17 h.